Merci, bonjour et bienvenue à tous. Alain Kella-Villéger, vous êtes agrégé d'histoire et docteur ès-lettres en histoire contemporaine, spécialiste notamment des récits de voyage, mais l'histoire des femmes fait aussi partie de votre champ de recherche et notamment, évidemment, l'histoire de Marcel Tiner qu'on va évoquer ce matin. Née en 1870 à Tulle et morte en 1948 à Paris, journaliste, femme de lettres et féministe. Et même, voilà, tout ça en même temps et peut-être surtout féministe, hein, c'est ce qu'on va évoquer ce matin. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cette personnalité dont on vient de le dire, elle a été célèbre en son temps et elle est quasiment oubliée aujourd'hui? C'est une réponse compliquée, mais pour faire simple, euh, les chercheurs ont le mauvais défaut de tirer beaucoup de fils et parfois donc d'essayer de remonter quelques-uns d'entre eux. Moi, j'ai travaillé beaucoup, vous l'avez dit, sur les récits de voyage, notamment sur les relations franco-turques et beaucoup à travers des hommes, évidemment, par la force des choses. Et le hasard de la documentation m'avait fait tomber un jour sur un livre chez un bouquiniste qui était Les notes d'une voyageuse en Turquie, d'une Marcel Tiner dont je ne savais évidemment absolument rien. Et c'était un texte qui datait de 1909. Donc, je l'ai lu d'abord comme un récit de voyage en Turquie. Et évidemment, le fait que ce soit une femme m'avait passablement intrigué et séduit par l'écriture, par le contenu, et puis le fait de l'auteur, de l'autrice, si vous préférez. Et donc voilà, donc j'ai cherché ensuite un bon historien à trouver de la documentation, des archives. J'ai pu remonter jusqu'à son fils, etc. Et avoir accès à des tonnes de documentation inédite. Voilà, et aller vers cette femme. Et en dépassant d'ailleurs la question turque, puisque m'intéressant à son regard porté sur la Turquie, je me suis bien sûr rendu compte que cette dame était beaucoup plus riche par le biais du féminisme et par l'ensemble de l'œuvre littéraire. Et petit à petit, finalement, je suis arrivé à faire un livre d'ailleurs même pas une biographie seulement sur elle, mais sur l'histoire de sa famille, parce que je m'étais rendu compte que autour d'elle, avant elle, il y avait également des femmes extrêmement passionnantes. Et donc voilà, bon, il est d'évidence pour moi qu'il fallait travailler sur l'histoire des femmes, qu'il fallait replacer, on en reparlera sans doute, évidemment, ces femmes dans l'histoire. Et bien comme j'avais envie de participer à ce travail-là, et là, j'allais dire, un sujet qui m'était offert et que j'ai essayé évidemment de mener à bien. C'est vrai qu'elle est passionnante. Et donc, le livre que vous évoquez, hein, que vous avez publié en 2000 aux éditions Oberon, s'intitule Belles et rebelles, le roman vrai des chasteaux-Tiner. Donc, c'est une épopée familiale entre la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale qui est centrée sur la personnalité de Marcel Tiner. Que faut-il retenir de ce récit familial et de ce qui a pu influencer Marcel et faire qu'elle est devenue la femme qu'elle a été au final? Je dirais que ce qui m'a frappé en travaillant justement sur les archives et en écrivant ce livre, c'est la place des femmes, justement. Parce que les hommes sont nombreux, mais ils sont souvent en seconde position, ils sont souvent faibles, ils sont parfois lâches. Et ce sont les femmes qui sont des femmes passionnantes, qui sont des femmes fortes, qui mènent le jeu et qui, entre elles, d'ailleurs, tissent des liens extrêmement forts. Et, et justement, je découvrais ce qui est une évidence, évidemment, c'est que l'histoire officielle met en avant les hommes ou le droit et la relation maritale, tout ce qu'on voudra. Même lorsque Marcel Tiner écrira des romans féministes, elle doit demander l'autorisation de son mari pour toucher des droits d'auteur légalement. Et donc, l'histoire officielle fait une place évidemment favorisée aux hommes et quand on travaille un peu dans les strates un peu plus enfouies des seconds rôles, des personnes justement occultées, on verra si c'est omission ou occultation, mais on découvre des femmes tout à fait étonnantes. Et justement, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit, à quel point les femmes ont eu un rôle important. Ça devrait être une évidence. Hein. Ce rôle-là, on a une belle-mère qui a été communarde, on a une mère qui est une institutrice, une pédagogue très, très militante. On a des femmes, justement, vous avez dit, on remonte au XVIIIe siècle, à chaque fois des femmes tout à fait étonnantes qui mènent vraiment la famille, qui mènent vraiment l'action, finalement, dans différents domaines, pas seulement celui de la littérature. Et finalement, Marcel Tiner devenait à la fois, j'allais dire, à la fois une héritière et une chambre d'écho de cette histoire-là. Et justement, ça me permet de rappeler que le réseau des maisons d'écrivains qui organise ce festival avait, il y a quelques années, créé une exposition derrière chaque écrivain des femmes, voilà, et qui revenaient sur les grandes personnalités, les grandes têtes du réseau et toutes les femmes qu'on a invisibilisées hein, au fur et à mesure de l'histoire, mais qui pour autant étaient bien là et ont joué des rôles souvent importants. Dans La Révolte d'Ève, hein, un ouvrage qui a été publié aux éditions des Femmes Antoinette Fouque en 2017, vous avez réuni une anthologie d'une trentaine de chroniques qui ont été rédigées par Marcel Tiner entre 1880
1998 et 1933 dans le journal La Fronde, un journal qui était totalement élaboré par des femmes à tous les niveaux de sa fabrication. Elle-même avait envisagé d'en faire un livre de ses chroniques. Oui, d'ailleurs, le titre est d'elle, c'est-à-dire elle annonce dans un des documents, dans un des manuscrits, que les chroniques qu'elle est en train d'écrire pour La Fronde et quelques autres périodiques, elle les réunira un jour sous ce titre, La Révolte d'Ève. Bon, ce travail, enfin, cette publication n'a jamais existé, et donc j'ai réparé un petit oubli de l'histoire en faisant ce qu'elle n'avait pas pu faire, et en le faisant forcément différemment, parce que il est évident qu'elle aurait fait un choix parmi l'ensemble de ses chroniques qui n'a pas été le mien. J'ai fait un choix à la fois peut-être d'homme, mais à la fois évidemment mené par une problématique bon, qui est celle de 2020, et avec évidemment donc en cherchant dans ces textes peut-être des thématiques qui nous intéressaient aujourd'hui, qui portaient. Donc son choix n'aurait pas forcément été le nôtre, mais ça réparait en tout cas un oubli, et ça permettait d'abord que ce soit aux éditions des femmes était très important, symboliquement ça a du sens, et ça permettait de replacer effectivement Marcelle Tiner pas seulement comme une romancière, une écrivaine féministe, mais également comme une polémiste féministe, comme quelqu'un qui s'est engagé par le journalisme et par l'action, de la parole en tout cas, parce que c'est pas une suffragette, hein, elle n'est pas du genre à aller tenir des pancartes dans la rue, etc. Et au contraire, elle les critique beaucoup, donc là-dessus, elle est dans un féminisme un peu plus bourgeois ou réformiste que révolutionnaire, mais cette figure, par la révolte des femmes, par les textes qui sont réunis là, ça permettait à la fois de rappeler cette place qui avait été oubliée, qu'elle n'avait pas pu, elle, publier en tant que telle, mais en même temps aussi de voir une évolution. C'est-à-dire que les articles du début de La Fronde, justement, des années 1898, etc., sont évidemment beaucoup plus percutants, beaucoup plus violents. Et puis, en vieillissant, eh bien, elle se modère, elle devient un peu plus réactionnaire et elle garde, évidemment, cette posture de femme indépendante et qui entend bien défendre le droit des femmes et leur égalité vis-à-vis des hommes, mais évidemment, en termes beaucoup plus feutrés qui ont pu lui être reprochés parce qu'on sent un infléchissement. Mais voilà, c'est aussi ça l'intérêt de l'histoire des idées ou des combats, c'est voir leur évolution à travers tel ou tel individu. Elle dit d'ailleurs, je cite, qu'elle rejette un féminisme qui serait un plan de conquête de la société afin de détrôner l'homme et de se mettre à sa place. Voilà. Oui, mais Marcelle Tiner est d'abord une grande amoureuse hétérosexuelle et donc elle n'agit pas contre les hommes. Elle entend défendre les droits des femmes à côté des hommes, avec les hommes. Ce qu'elle met en cause, évidemment, ce sont les hommes qui sont prédateurs, si vous voulez. Elle met en cause et elle lutte contre l'alcoolisme ou contre la prostitution. Donc, ces actions, et contre la guerre, j'en ai parlé l'autre jour, donc tout ce qu'il y a de viril et de néfaste dans le rapport de l'homme à la femme, évidemment, elle se bat contre cela. Mais c'est effectivement pas une guerre contre les hommes, elle n'est pas du tout dans cette logique-là, elle entend bien que les hommes doivent même participer à ce combat féministe. Alors, ces combats féministes, ils concernent en particulier, et vous me corrigerez si je me trompe, le droit au travail, le droit au choix de sa vie amoureuse, au choix libre de sa vie amoureuse, et le droit de vote. Ce sont les grands axes. Que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces prises de position et l'écho peut-être rencontré à l'époque aussi. Alors, j'ai même envie de dire sur ces trois questions-là, elle n'est pas originale, elle fait partie de ce mouvement multiple. D'abord, le féminisme au singulier, ça n'existe pas, comme le socialisme, toutes ces notions sont forcément plurielles. Elle s'inscrit dans un féminisme, je le disais, qui est plutôt un féminisme bien éduqué, qui ne veut pas de violence, qui ne va pas casser des vitrines, qui ne va pas crier haut et fort dans la rue. Mais c'est un féminisme qui n'en est pas moins très, très revendicatif, voire transgressif, par rapport évidemment aux normes, par rapport à son temps et à son milieu. Donc, effectivement, les trois mots d'ordre qu'elle partage, évidemment avec d'autres, avec les autres chroniqueuses de la Fronde et les mouvements d'ailleurs qui se développent, quelques congrès internationaux qui ont lieu à la fin du 19e siècle, effectivement, il y a trois orientations principales. Alors, les deux principales sur les trois, c'est d'abord le droit de vote, les suffragettes, elles portent d'abord cela. Marcelle Tiner est très favorable à la question du droit de vote, mais je dirais qu'elle a un rapport avec ça un petit peu ambigu, parce qu'elle a tendance à penser que le jour où les femmes voteront, elles voteront aussi mal que les hommes. Et donc, elle n'attend pas un bouleversement du droit de vote. Elle en attend un droit, mais elle ne s'attend pas forcément à ce que ça change profondément la société. Mais De Gaulle avait assez compris ça en 1944 en se disant qu'on pouvait donner le droit de vote aux femmes, elles voteraient comme leur mari. Donc, il y avait cette idée que, voilà, de là ne viendrait pas forcément quelque chose de subversif. En revanche,
où elle est beaucoup plus convaincue, je dirais, c'est la question du droit au travail. Parce que le droit au travail, alors, beaucoup de femmes travaillent, hein, attention, dans le 19e siècle, mais heureusement, les milieux les plus populaires, les plus modestes, les milieux ouvriers, etc., les femmes n'ont pas attendu qu'on leur donne le droit au travail, elles n'en ont pas le choix, elles travaillent. Donc, c'est aussi un discours bourgeois hein, sur la question du travail. Elle est dans des milieux où les femmes de bonne éducation et de bon milieu ne travaillent pas, où c'est des choix que de travailler. Donc, quand elle parle du droit au travail, c'est effectivement pouvoir choisir un métier et avec ce métier, elle leur liée évidemment dans son cursus ou dans son milieu à des études, évidemment à des milieux, à des métiers qui sont plus socialement favorisés. Mais le fait, ou pas forcément bien vu socialement, parce que ça peut être artiste, ça peut être écrivain, c'est-à-dire des milieux, des métiers qui sont pas forcément, qui rapportent pas forcément de l'argent ou une position sociale, mais elle est convaincue que le droit au travail, ça va donner un salaire, et que ce salaire va donner à la femme de l'indépendance, et que sa libération, en quelque sorte, passe par le travail. Le travail, c'est la liberté. Et donc, c'est la liberté des femmes. Elle le pense comme cela. Donc, la question du travail est essentielle parce qu'il y a le salaire au bout et en amont, il y a la nécessité d'avoir une formation professionnelle, de faire des études, d'être scolarisé pour pouvoir choisir justement ce travail. Alors après, le troisième axe qui est plus personnel et qui n'est pas toujours mis en avant de la même façon par tous les mouvements féminins ou féministes, c'est le droit à l'amour, ce qu'on appelle le droit à l'amour. Alors là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses. Bien sûr que la partie la plus raisonnable, on va dire, c'est le droit de choisir son mariage, de choisir son conjoint. Donc, c'est le droit à la conjugalité de libre choix, on va dire. Mais effectivement, elle va plus loin dans le droit à l'amour. Il y a aussi, évidemment, et ça, c'est ce qu'elle aborde un peu dans ses romans, qui est le droit au plaisir, le droit au désir, le droit de choisir, évidemment, sa relation sexuelle, sa relation amoureuse au point de vue charnel, et donc sa liberté au point de vue à la fois sentimental et la liberté de son corps. Est-ce que vous pensez que cette relative modération, même si bien sûr, hein, pour son époque, c'était déjà très transgressif, mais en tout cas dans la manière d'aborder les choses, cette absence de provocation peut-être aussi, on peut dire, est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il fait qu'aujourd'hui, peut-être, les féministes hein, de notre temps ne se revendiquent pas de l'héritage de Marcel Tiner? Je ne ferai pas de procès de ce genre. Je pense qu'il y a justement là de l'oubli. J'ai tendance à penser mais il en est de cela comme d'autres domaines hein, de l'action et même parfois de l'histoire de l'art, où les créateurs ont parfois l'impression d'inventer, d'innover, alors qu'ils ouvrent des portes largement ouvertes depuis longtemps. Et après, c'est ma posture d'historien. Je crois que les choses s'inscrivent toujours dans la durée, dans l'enchaînement, dans l'héritage. Et bien entendu que les mouvements féministes aujourd'hui changent dans les modes d'action, si on pense aux Femen, mais ils s'inscrivent bien sûr dans l'héritage du MLF dans les années 70, et le MLF lui-même n'était pas sans avoir des souvenirs des actions menées dans l'entre-deux-guerres et a fortiori au 19e siècle. Mais on a tendance à oublier ces femmes-là parce que, bon, côté de ces dames d'un certain âge mûr en crinoline, ça paraît pas très, très combatif ou ça donne pas des images très, très subversives, alors que il faut remonter à Olympe de Gouges, il faut remonter de toute façon même à la Renaissance. Il y a un discours féminin, féministe, porteur d'idées novatrices, parfois subversives. Alors, selon les époques, mais il en est de cela comme pour d'autres idéologies politiques, eh bien, ça bascule, ça fait un peu du yo-yo, mais je crois beaucoup, en tout cas, à la nécessité d'inscrire tout cela dans une histoire longue et internationale. Dans sa lettre à une inconnue le 17 juillet 1898, Marcel Tiner écrit « Nous qui avons l'honneur de tenir une plume, nous précisément, comme écrivains et comme femmes, nous devons être la conscience des inconscients, la voix des muets, les complices de toutes les évasions hors des vieux cachots séculaires murés par le prêtre, le soldat, le magistrat. » Elle a 28 ans et elle s'assigne une mission de porte-parole, mais pas seulement porte-parole des femmes, là, ça va bien au-delà. Alors, d'abord, même cette notion de porte-parole qu'elle s'attribue, on pourrait parfois en discuter, parce que ça, c'est une vision assez bourgeoise peut-être des choses, ou en tout cas élitiste, hein, avoir le sentiment qu'on a une mission, hein, et elle y croit effectivement, et qu'au nom de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais bon, c'est généreux, bien entendu, c'est attentif, hein, c'est clair, mais on pourrait discuter de savoir si ce discours-là ne doit pas être mené par justement des leaders syndicalistes, des mouvements ouvriers, enfin, si cette prise avec de parole… Une légitimité. Voilà, c'est la question de la légitimité. Bon, en tout cas, elle prend sa part
à ce discours, et ça c'est important, mais c'est évident que ça s'inscrit dans un discours plus global sur la société. Lorsqu'elle critique le magistrat, le prêtre, elle est quand même très, très laïque et très mécréante à cette époque-là. À la fin de sa vie, elle sera un peu plus, comme beaucoup d'autres, à l'approche de la mort, il se rapproche quand même d'une assurance éventuellement chrétienne, mais Divine. elle a une culture hein, de toute façon chrétienne, bien entendu, mais il y a une vision de société. À ce moment-là, au moment de l'écrit que vous citez, elle est plus proche du socialisme. Hein. Et donc, et je vous l'ai dit, cette belle-mère communarde, elles ont beaucoup parlé. Il y a donc un discours révolutionnaire qui a quand même imprégné un petit peu son appréciation des choses. Et donc, si elle-même ne s'inscrit pas dans cette subversion révolutionnaire, elle porte un discours qui est parfois un peu radical, en tout cas qui est très conscient que l'histoire des femmes ou le sort des femmes ne changera pas dans une société qui ne change pas. Effectivement, c'est un mouvement global, si on peut dire. Marcel Tiner a écrit près de 40 livres. Hein. Son premier roman, Avant l'amour, est publié en 1897. Je crois d'ailleurs qu'elle a un pseudonyme masculin au moment où elle le soumet pour une publication en feuilleton, comme ça se faisait à l'époque dans un journal. Quel accueil reçoit ce roman sur le plan critique et sur le plan du public? Alors, les tout premiers romans, alors il y a effectivement quelques romans de jeunesse qui sont réellement des romans de prime jeunesse qu'elle publie avec, en mettant son prénom masculin et avec le nom de sa mère, d'ailleurs Chasteau, etc. Il y a eu d'autres, on a un signé qui s'appelle Gilbert Doré, enfin bon, il y a eu des pseudonymes de circonstances pour des nouvelles publiées dans la presse ou pour deux ou trois petits livres. Mais les premiers romans réellement signés Marcel Tiner, dont celui que vous citez, je ne dirais pas qu'ils ont eu un succès important au départ. D'abord, ne négligeons pas qu'il paraît alors beaucoup de romans. Hein. C'est quand même, les chroniqueurs se plaignent beaucoup à cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, du trop grand nombre de livres qui arrivent dans les bacs des libraires et que tout cela étouffe complètement. Et donc, ils ont le sentiment justement d'une trop grande quantité. Et pour certains, que malheureusement, dans cette quantité, il y a trop de femmes qui écrivent, Oui. ces fameux bas bleus, qui viennent encombrer le discours masculin. Et donc, il y a quand même un sentiment c'est lié bien sûr à cette troisième république, à cette culture, à l'alphabétisation des populations comme lectorat, etc. Donc il y a une masse énorme de textes qui paraissent. Donc se faire connaître et avoir du succès immédiatement, c'est tout de même relativement rare. Mais les premiers livres de Marcel Tiner sont remarqués, on va dire. Elle bénéficie d'articles de presse. Alors remarqués élogieusement ou pas, parce que justement il y a cette question que c'est une écriture de femme, et donc dans beaucoup de journaux, le Figaro ou ailleurs, on va mettre ça dans la rubrique littérature féminine avec un petit peu de mépris condescendant pour, voilà, on peut porter un peu de lecture à ça, mais enfin bon, il y a des choses essentielles à côté. Et donc, mais elle est remarquée. Et elle se fait remarquer parce que justement, à la fois, elle écrit ses premiers romans, et puis à côté, il y a les articles qu'elle publie dans La Fronde ou ailleurs. Elle est l'épouse bientôt d'un artiste peintre et graveur. Bon, elle fait partie d'un milieu parisien qui a aussi ses réseaux et ses relations. Donc, petit à petit, elle fait sa place. Et donc, à défaut d'une célébrité, d'une consécration immédiate, en tout cas, elle se fait une place assez vite, on peut le dire. Et elle se plaint du phénomène que vous venez de décrire, hein, sur cet essor de la production littéraire féminine qu'on a tendance à considérer comme une mode peut-être passagère. Elle déclare à une journaliste en 1922, « Certes, les femmes ont du talent, mais pourquoi toujours les comparer entre elles? On nous laisse dans notre cage aux singes ensemble et c'est une manière de nous prouver qu'on ne met pas notre talent à hauteur de celui des hommes. Cela, dites-le, mademoiselle, c'est une injustice. » Oui, et là, elle a évidemment totalement raison. D'abord parce qui pose une question même pour aujourd'hui lorsqu'on travaille sur le genre et que finalement on essaie de déterminer en quoi il y a une écriture féminine différente d'une écriture masculine. Et il y a ce risque justement non pas de communautarisme, mais en tout cas de ségrégation, on va dire, par la problématique qui est posée. Et c'est ce qu'elle dénonce, elle, à son époque, c'est qu'elle refuse d'être traitée à part. Elle refuse qu'on dise qu'elle est femme écrivain. Pour elle, elle est écrivain. Elle ne dit pas écrivaine, mais voilà, pour elle, il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire l'œuvre doit être lue comme celle d'un auteur qui peut-être dans l'absolu mériterait même de n'avoir pas de nom d'auteur, ce qui permettrait que ce soit lu de façon non genrée, comme on dit maintenant. Mais elle refuse cette idée, effectivement, qui est commune, qu'il y a une littérature féminine, voilà, comme un sous-genre, comme il y a une littérature enfantine. Et donc, elle trouve extrêmement choquant et injuste que cela se passe. Mais ça pose la question du monde de l'édition, du monde de la critique, et même du lectorat, mais qui sont des milieux masculins et qui ont effectivement
accepté, pris en compte cette quantité de livres féminins qui arrivent. Donc certains, ils sont bien obligés de se dire, ah, on dirait une écriture d'homme, ça veut dire c'est plutôt pas mal. Mais avec ce soupçon d'une anomalie, quoi. Comment une littérature féminine pourrait-elle être une bonne littérature? Et peut-être aussi une anomalie, enfin une perception qui a contribué à la mise en oubli aussi de Marcel Tiner et de certaines autres autrices de l'époque. Alors, c'est une question différente, parce que voilà, là, on est évidemment dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait que la littérature féminine, dans le cas précis de Marcel Tiner, peut avoir disparu, hein, des rayonnages des bibliothèques et des libraires? Est-ce qu'il s'agit d'une mise en oubli qui serait donc, quand on dit mise en oubli, il y a quand même sous-entendu l'accusation qu'il y a quelque chose de volontaire, qu'il y a une détermination à occulter, ou est-ce que c'est un phénomène évidemment de littérature démodée, un phénomène évidemment qui fait qu'on passe comme ça dans les oubliettes, que la postérité est négligente, justement, et certains auteurs, évidemment, masculins aussi, on perdrait quand même, ne perdons pas de vue quand même, que si on prend la liste des auteurs lus au 19e siècle, masculins, hein, 80% ne sont plus lus aujourd'hui, hein, ne le perdons pas de vue. Donc, les femmes subissent aussi le sort des hommes. Il y a une littérature, une énorme déperdition dans le domaine de la littérature du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le cas des femmes, on doit bien avoir conscience que l'oubli qui a pu être, alors, volontaire ou pas, il y a eu un manque d'intérêt pour la littérature féminine, c'est une évidence. À la fois par le lectorat postérieur à la Première Guerre mondiale, en tout cas, parce que quand même, ces femmes étaient très lues, hein, elles paraissaient en feuilleton dans la presse, dans des revues populaires, il y avait des éditions bon marché, elles touchaient un public qui n'était pas forcément une élite intellectuelle, elles avaient une assise populaire qui leur rendait... Marcel Tiner fait des conférences à travers toute la France et à l'étranger, il y a du public à chaque fois, un journaliste disait, qu'est-il besoin? Sont-elles lues par des femmes ou par des femmes et des hommes? Alors, je pense qu'elles sont lues majoritairement par des femmes, parce que d'abord, ces romans-là dérangent un peu les hommes. Et vous n'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui, les trois quarts des romans sont lus par des femmes. Absolument. Ce sont les femmes qui sont acheteuses de romans. Donc, ce phénomène, d'ailleurs, cette idée que le roman est un genre féminin, pour certains. Hein, bon. Si on est un homme sérieux, on lit autre chose. Donc, ces clichés, ces préjugés-là n'ont pas disparu jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout, même si le roman se destinait éventuellement à des femmes, on n'appréciait pas beaucoup que les femmes se mettent à en écrire. D'ailleurs, parce que quand même, elles venaient piéger un petit peu les règles du jeu. Donc, la question de la mise en oubli, elle tient, on peut l'interroger, si vous voulez, de deux façons. Se dire, bon, peut-être que cette œuvre-là, comme je le disais, pour beaucoup d'œuvres d'hommes au 19e siècle, ce n'est plus lisible, ça n'intéresse plus personne aujourd'hui, c'est dépassé. Donc, il faut s'interroger sur ce que ça a d'endogène, en quelque sorte, ce qui, dans l'œuvre, fait que, bon, on ne va plus s'y intéresser, qu'on n'a plus de raison de la lire. Littérature de circonstance, hein, liée à une époque donnée. Et puis s'interroger, évidemment, après, sur des régions exogènes, alors contemporaines, à l'époque même de l'écrivain ou de l'écrivaine ici, qui font que ça, elle est cantonnée, voilà, dans cette littérature féminine et mise à la marge. Et puis après, explications, on va dire, exogènes postérieures, posthumes, qui font que jusqu'à aujourd'hui, dans la transmission, dans la perpétuation justement de l'œuvre, qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse ou on ne s'y est pas intéressé? Et on peut penser quand même que les raisons d'abord sont diverses et sans doute pas toujours faciles à analyser. Pour moi, il y en a quand même deux. D'abord, c'est l'abandon du monde de l'édition de ces auteurs-là. Leurs propres éditeurs les ont abandonnés. Hein, donc, elles ont été lâchées. Et puis, beaucoup de choses ont paru. Hein. Après, il y a le nouveau roman, il y a eu des modes littéraires beaucoup plus attrayantes, des phénomènes éditoriaux qui ont éliminé beaucoup de gens. D'une certaine façon, je dirais parfois c'est l'université qui ne les a pas soutenus. Parce que c'est parfois par la recherche, par le travail d'édition critique, et d'ailleurs c'est ce qui se passe un petit peu maintenant, mais pendant des dizaines et des dizaines d'années, on ne s'est pas intéressé à ces auteurs-là. Hein, si un étudiant arrivait pour faire une thèse en lettres, on lui disait faites une thèse sur Zola, mais s'il avait proposé Marcel Tiner, on lui aurait dit attendez, il y a des sujets sérieux. Donc voilà, si vous voulez faire carrière, faites une thèse sur un grand auteur. Voilà. Et donc, on avait tendance à penser qu'il n'y avait pas de grand auteur femme une fois qu'on avait enlevé George Sand ou Colette. Oui.
Ce qui est dommage, c'est qu'en plus, alors certes, ces romans ont été des instruments de ces combats féministes, hein, avec des thèmes comme l'avortement, la grossesse hors mariage, les mariages forcés, enfin en tout cas de raison, on va dire, mais ils ont aussi une valeur sociologique en ce qu'ils éclairent des zones que les autres écrivains n'éclairent pas ou peu, c'est-à-dire la vie des femmes entre les années 1890-1930, de la petite moyenne bourgeoisie. Ce sont des choses qui n'ont pas forcément beaucoup intéressé les autres écrivains. Donc, on peut imaginer que les chercheurs pourraient y trouver un intérêt aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs commencent à en être convaincus, hein, mais les travaux sur Marcel Kiner, il y a eu un véritable travail de thèse, c'est tout, deux, on va dire. Bon, pour ma part, j'ai œuvré aussi dans ce sens, mais aujourd'hui, je pense que, mais enfin, malgré tout, il y a encore un problème de curiosité de l'université, hein, même pour les écrivains masculins mineurs, entre guillemets, peut-être parce qu'il est plus facile de travailler sur un corpus qui est déjà bien établi, bien inventorié, que d'aller chercher des inédits et des manuscrits ou des articles dans des revues introuvables. Donc, bon, il y a des raisons, on va dire, plus matérielles ou objectives autour de cela. Les archives de ces femmes, par exemple, souvent ont disparu. Autant la transmission des manuscrits et des archives des auteurs masculins a été souvent bien assurée, hein, par les héritages, etc., autant les documents féminins ont carrément été mis au feu. Donc, heureusement, il y a la bibliothèque Marguerite Durand, heureusement, il existe des fonds, même à l'Historial à Péronne ou à Tulle pour ce qui concerne Marcel Kiner aux archives départementales. Bon, en d'autres lieux, il y a comme ça des fonds qui ont pu être sauvés, mais on a quand même aussi un manque de manuscrits et de documents que les familles n'ont pas transmis parce que c'était de la littérature de femmes, c'était pas forcément très important. Comment vous qualifieriez justement le style de Marcel Kiner, que ce soit en tant que chroniqueuse ou en tant que romancière? Eh bien, justement, vous donnez deux mots qui font deux styles différents. Parce que c'est clair dans l'article que vous avez cité que dans ces chroniques, elle est hyper percutante. Bon, il y a une oralité. Il s'agit de convaincre, il s'agit de mobiliser. Et même dans les articles un peu plus conservateurs de la fin de sa vie, bon, elle est évidemment, il y a le ton du journalisme, si vous voulez, pour faire simple. Donc, il faut aller vite, il faut être efficace, etc. Dans ces romans, il est évident qu'elle s'inscrit dans le genre romanesque tel qu'on l'a défini dans la fin du 19e, donc dans une construction, dans une chronologie, avec beaucoup de descriptions, avec des dialogues. On est tout à fait dans une autre manière d'aborder les choses. De mon point de vue, elle le fait plutôt très bien. Je ne m'inscris pas dans les logiques, grand écrivain, etc. Ce sont des critères qui m'intéressent moyennement. La question peut se poser de deux façons, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de novateur dans l'esthétique, dans la manière d'écrire? Là, je dirais pas beaucoup. Elle écrit comme on écrit. Elle est peut-être plus près de Maupassant, de Zola ou de Georges Sand, justement, qu'elle annonce véritablement une écriture du XXe siècle. C'est pas du Duras, c'est pas bon. Donc, c'est une écriture du XIXe siècle. Elle est donc plutôt contemporaine de son lectorat, qu'elle ne choque pas d'une certaine façon. Je parle de l'écriture, hein, et du style, dans la construction, l'approche psychologique des personnages. Elle décrit très bien les milieux sociaux. Je parlais l'autre jour de La Veillée des armes, où il s'agit, que j'ai réédité justement avec les éditions des femmes, qui est le début de la guerre 14 à vue de Paris. Là, on a une description sociologique de Paris en quelques jours qui est tout à fait remarquable, avec des personnages qui sont bien mis en scène, des dialogues qui sont efficaces, une diversité. C'est un texte très riche et j'allais dire, très bon, très intéressant à lire. En plus, sur un moment et un basculement de la vie, enfin du passage à la guerre qui n'a pas beaucoup été abordé, justement, et avec une écriture de femme. Donc, elle est dans... Elle n'est pas une novatrice ou subversive du point de vue de l'esthétique littéraire, mais elle sait écrire un roman. La Maison du péché, par exemple, qui pour nous aujourd'hui serait difficile à lire, a été appréciée par James Joyce, etc., qui ont vu là de très très bonnes œuvres. Donc, à la fois quelque chose peut-être de convenu qui rentre dans le moule du roman tel qu'on le conçoit au XIXe siècle, et sans être donc subversive en termes d'esthétique ou de création littéraire, mais ce qui peut venir jusqu'à nous, c'est peut-être justement le contenu, le côté témoignage, la restitution des milieux, la manière dont on se parlait, et puis bien sûr les enjeux, notamment dans la relation homme-femme. Effectivement. En janvier 1908, Marcel Kiner crée la polémique en s'exprimant au sujet de la Légion d'honneur. On peut peut-être dire un mot de cet épisode qui a pu, dont peut-être elle n'a pas compris tout de suite les effets qu'il pouvait avoir, mais qui ont pu aussi contribuer à l'écarter à un moment donné.
de son lectorat et puis surtout des critiques et voilà, des penseurs de l'époque, on va dire. Oui, alors, je veux dire, le fait lui-même est très anecdotique. Effectivement, on pensait à elle pour une Légion d'honneur, donc la décision n'avait pas été prise, elle en a eu écho, et finalement, elle a fait une remarque assez désobligeante pour dire qu'elle n'avait pas envie de porter ce truc qui la ferait ressembler à une cantinière, et parce que dans son esprit, la Légion d'honneur, c'était une récompense militaire et napoléonienne. Donc, une femme n'avait pas besoin de cet attribut de son point de vue. Donc, elle a eu une réflexion désobligeante qui a été rapportée par un journaliste dans la presse, et évidemment, ça a été pris comme un camouflet par le gouvernement qui pensait à elle. Ce qui est intéressant dans cet épisode, justement, c'est la réaction, c'est comment c'est devenu un fait dans la presse. Évidemment, on a été extrêmement choqué que quelqu'un, en plus une femme, puisse critiquer la Légion d'honneur. Donc là, on atteint à toutes les... Mais Léon Blum, qui à ce moment-là était surtout un critique littéraire, a pris sa défense dans la presse en disant, ben, voilà, il suffit qu'une femme dise cela hein, pour qu'on lui saute dessus et que ce soit la meute. Mais la réaction, elle a été une réaction masculine, évidemment, avant toute chose, contre une femme qui osait simplement parler haut et fort et se dire, bon, vos honneurs et ces médailles en chocolat, c'est pas mon problème. Surtout qu'elle était pacifiste et que c'est vrai qu'une médaille qu'elle pouvait associer Voilà. comme une récompense militaire, voilà, ne correspondait pas du tout à ce qu'elle Oui. pouvait avoir comme idéal. Le célèbre prix Femina, hein, qu'on connaît aujourd'hui très bien, qui a récompensé Serge Joncourt, Sylvain Prudhomme ou Philippe Lançon ces 3 dernières années, a été créé en 1904. Elle a fait partie, à l'époque c'était le prix du magazine La Vie Heureuse, elle a fait partie des fondatrices de ce prix et même présidé le jury en 1908. Dans quelles conditions elle s'est investie dans la création de ce prix littéraire? Bah, ce prix littéraire, enfin, on en connaît bien l'histoire hein, de sa fondation. Il a été créé par Madame de Broutel, mais il venait en réponse au Goncourt, qui d'ailleurs n'était pas très ancien non plus, mais dont les Goncourt avaient bien dit qu'il n'était pas question de remettre un prix à des femmes, justement. Or, il avait été question de Myriam Harry en 1904 ou 1905, et justement, les jurés du Goncourt se sont dit ah, non, non, pas une femme. Et Madame Broutel, qui était une femme influente dans la presse, s'est dit, eh bien, puisque c'est comme ça, on va créer un anti-Goncourt. Et elle a réuni autour d'elle un aréopage de femmes influentes à ce moment-là, de femmes des lettres, dont Marcel Tiner, parce que ça aussi, ça rappelle que quand on cherchait 10 femmes de lettres importantes, eh bien, on pensait tout de suite à On est Marcel allé la Tiner. Elle fait chercher. partie voilà, de ces personnalités qui ont une grande visibilité à ce moment-là. Et l'idée de ce féminin, enfin qui est féminin Vie Heureuse, oui, porte d'abord le nom de prix Vie Heureuse et ensuite du prix féminin, après que les deux magazines qui portaient ces titres-là auront fusionné. Mais l'idée était, on ne va pas faire comme les hommes. Les hommes, ils remettent des prix à des hommes. Eh bien, nous, on va faire un jury de femmes, mais on ne remettra pas forcément un prix à une femme. Hein, parce qu'on ne veut pas tomber, justement, dans leur manière de penser les choses. Alors, bien sûr, dès le premier, elles ont remis le prix à Myriam Harry pour punir les Goncourt de l'avoir punie elle-même comme écrivaine, mais très rapidement, les hommes apparaissent parmi les listes des lauréats. Parce que, et là, on revient à cette question du genre, mais elles ne veulent pas s'enfermer dans l'idée que les femmes ne doivent s'intéresser qu'à une littérature de femmes ou parlant des femmes. Voilà. Donc, c'est peut-être le côté universaliste hein, de cette approche-là, qui est un féminisme justement, ou un combat, qui n'entend pas entrer dans les ornières créées par les hommes, justement. Et non plus dans les frontières, hein, puisque vous évoquiez tout à l'heure effectivement l'expérience de Marcel Tiner en Turquie. Hein, elle en a tiré un livre, Notes d'une voyageuse en Turquie, et vous avez donné samedi une conférence sur son expérience sur le front d'Orient en 1916, conférence qui est visible hein, sur le site du festival. Quand elle arrive en Turquie, la situation du pays est très instable, donc elle se montre vraiment elle veut y aller, hein, voir ce qui se passe, elle se montre assez fine observatrice avec des analyses qui sont servies par une plume enlevée. Hein. C'est vrai que j'ai pu lire ces textes, c'est assez, on se laisse emporter comme ça par son regard. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres reporteresses, comme on disait à l'époque, ou est-ce que vraiment elle a été pionnière sur cette question? Et j'ajoute qu'on voit bien quand on la lit que la question des femmes, elle est aussi très présente quand elle va ailleurs. C'est une question qui l'interpelle beaucoup. C'est là où justement souvent la littérature féminine est une littérature qui s'intéresse au féminin, mais pas parce qu'elle s'enferme dans son genre, parce qu'elle essaie de remplir un vide qui a été laissé par les hommes, par justement une occultation. Là, dans le cas de... Alors d'abord, le voyage en Turquie est bon, à la fois un concours de circonstances, mais elle avait un beau-frère qui était diplomate à Edirne, etc. Bon, elle profite de cette circonstance.
elle a le désir depuis longtemps d'aborder la question des femmes musulmanes, un sujet qui ne manque pas d'actualité, et de l'aborder en se rendant sur place. Elle n'est pas la première femme, bien sûr, à écrire sur la Turquie ou à s'y rendre. Alors, très souvent, les femmes voyageuses étaient dans l'ombre d'un mari, hein, d'un homme, d'un diplomate, etc. Donc déjà, une femme qui part seule, même si elle a des contacts sur place, en soi, c'est important, et qui part pour écrire, justement, pour faire du reportage. D'autres l'ont fait un peu à la même époque. Je pense à Marie Léra, enfin, qui signe Marc Ellis, ou d'autres, même au siècle précédent, enfin, pas au siècle précédent, pas mal de décennies avant la comtesse d'Ache ou d'autres. Bon, il y a des textes, je pense même à Adrienne Piazzi ou d'autres, qui ont écrit sur la Turquie. Mais ce sont souvent encore des textes un peu fantasmés sur le monde des harems, elles ne sont pas très très loin de l'orientalisme justement des hommes parfois. Et Marcel Tiner, elle veut y aller en disant, justement, on va réagir un peu contre les clichés, contre ces images, à la fois casser ce côté érotisé du harem tel qu'il est pensé même dans la peinture orientaliste et parler de la condition des femmes. Voilà. Et donc rencontrer des femmes. Alors, les femmes que Marcel Tiner va rencontrer sont évidemment plutôt des femmes des milieux bourgeois, intellectuels, lettrés de Constantinople à l'époque, d'Istanbul, mais elle va essayer de se rendre dans les campagnes, de voir un peu la vie des paysannes, de s'intéresser bien sûr aux gens, toujours d'être le porte-parole de ceux qui sont muets, de celles qui sont muettes. Et c'est vrai que son récit, de ce point de vue-là, a un côté un peu anecdotique, parfois mièvre, parce qu'il a une façon de ne pas avoir l'air de se prendre au sérieux. Hein. Et ça, c'est peut-être une posture de femme qui ne se sent pas la totale légitimité à dire. Oui. Et en même temps, eh bien, c'est un témoignage très, très intéressant, très riche, où elle apporte des paroles justement de femmes turques qui, bien sûr, contestent le port du voile, qui veulent trouver plus de liberté, qui veulent s'émanciper, évidemment, du joug des hommes, et d'autant plus dans un monde musulman. Elle va s'engager également, Marcel Tiner, contre les révolutions communistes à une époque de sa vie, quitte à se mettre à dos peut-être certains milieux intellectuels de gauche qui lui feront payer ou cet engagement-là. Ah, elle n'a pas été d'un anticommunisme primaire, pour prendre un vocabulaire déplacé dans le temps, mais je vous l'ai dit, elle est partie du socialisme, donc elle avait autour d'elle des milieux qui étaient effectivement des milieux qui venaient de la commune, qui venaient d'un engagement social ou syndical très très fort, des milieux, même, je dirais, marginaux, parce que des artistes qui étaient en marge d'un monde bourgeois, même s'ils n'étaient pas forcément situés à gauche. Donc, elle vient de ce bain, en tout cas, qui n'est pas très orthodoxe et qui a une vision, justement, une pensée sociale qui entend travailler enfin, lutter contre la guerre, contre les inégalités de richesse et la femme s'installant dans ces débats-là. Et puis, au fur de sa vie, effectivement, elle prend des positions plus conservatrices, je l'ai dit tout à l'heure. L'anticommunisme, elle a, elle est d'un milieu bourgeois. Elle a été, je vous l'ai dit, proche du milieu communard par sa belle-mère. Elle a peur de la révolution. Elle a peur de la violence. Elle a peur du bouleversement brutal des choses, de toute façon. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, hein, qui aime que les choses bougent, mais sous contrôle quand même. Voilà. Le modèle bolchevique ne lui a pas paru donner les réponses satisfaisantes. Et puis, les, même si, par exemple, vous voyez, je parlais de la veillée des armes, dedans, elle cite Rosa Luxembourg, etc. Donc, ces gens ne sont pas absents hein, de son horizon. Mais Marcel Tiner, c'est une réformiste, elle est jurassienne, je veux dire, bon, elle croit au droit de vote et justement pas à la révolution qui culbute tout. Donc, la vision qu'elle a eue du communisme est celle, effectivement, du bolchevisme et du couteau entre les dents. Et donc, et puis, elle, les hommes qu'elle fréquente dans l'entre-deux-guerres, les milieux, peut-être son succès elle-même, sa fortune, l'argent qu'elle gagne, enfin, sa célébrité, l'éloigne un peu de ces milieux-là et elle fréquente des gens qui sont plus proches du pouvoir et des droites, on va dire. Bon, Pinelli qu'elle va rejoindre à Thessalonique, voilà, ce sont des hommes qui sont quand même beaucoup plus conservateurs et au moment de la Seconde Guerre mondiale, même proches de Pétain. Donc, il y a un glissement qu'on observe chez elle. Et vous pensez que ce glissement a eu un impact sur justement sa postérité, le passage à la postérité? Ah, bonne question. On dit qu'une question est bonne quand on ne sait pas y répondre. Je pense que
tout de même, le mouvement, enfin, toute une littérature de l'entre-deux-guerres a été balayée après la Seconde Guerre mondiale par le nouveau roman, par même Pierre Loti qui m'a beaucoup intéressé. Toutes ces littératures-là sont bazardées avec un permis d'inhumer auquel je pense sous la plume d'André Breton. Bon, on a donc Marcel Tiner a forcément été balayé aussi par ce ménage d'après-guerre. D'une certaine façon, elle n'était déjà plus très lue avant. C'est quand même une romancière qui commence, comme d'autres d'ailleurs, à être en perte de vitesse dans les années 30. Hein. Donc, lorsqu'elle meurt en 1948, il y a 3 entrefilés dans la presse. Déjà, elle est oubliée hein, sur la question d'oubli. Donc, qu'elle ait pu être encore de droite ou de gauche, je crois que c'est même plus l'enjeu. Qu'elle ait pu être une femme écrivaine, je ne sais même pas. Voilà, elle fait partie d'une littérature qui a paru déjà désuète ou voilà, qui est emportée avec l'eau du bain. Elle fait partie des victimes de cela, mais je crois qu'il faut bien voir que l'après-guerre a été enfin en France hein, en tout cas, très, très violent hein, dans la remise en cause des succès littéraires d'avant-guerre et du 19e. Alors vous avez contribué à diffuser les œuvres de Marcel Tiner hein, à sa réédition, à leur réédition notamment. Qu'en est-il aujourd'hui de l'accès à cette œuvre voilà, en termes d'édition et même de traduction dans les langues étrangères? Alors, la question, c'est poser la question du lectorat. J'ai parlé tout à l'heure du milieu universitaire qui a une action à mener, et ensuite, il est question enfin, c'est le monde de l'édition qui est en jeu. Comment Marcel Tiner peut revenir ou la faire revenir aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'il y a légitimité à le faire? Parce qu'on peut quand même considérer que certaines œuvres ne sont plus intéressantes, sont démodées, ne peuvent intéresser que trop peu de gens qui vont peut-être trouver certains textes en ligne, justement, dans le biais de la BNF, sur Gallica ou ailleurs. Après, est-ce que l'université fait sa part de travail justement en réhabilitant, enfin, j'aime pas le mot réhabiliter, en réévaluant certaines œuvres, etc., en les remettant à jour. Et là, ça suppose un travail critique, hein, un travail d'édition commenté, ce que je sais faire et quelques autres. Bon, ça, c'est un parti pris justement nécessaire. Après, il faut des éditeurs qui suivent, hein, et le livre reste un objet commercial. Et donc, la difficulté était de convaincre un éditeur de dire, voilà, c'est un texte qui est intéressant à faire renaître et à donner à lire. Alors, l'éditeur, lui, il raisonne en fonction de l'idée qu'il se fait du lectorat. Hein. Donc, ça pose la question du lectorat. Est-ce qu'aujourd'hui, le lectorat français a envie de lire des romans de Marcel Tiner? Alors, je me méfie beaucoup du monde de l'édition qui a des idées très définies hein, sur ce qu'est le lectorat. Et donc, parfois, il faut quand même lutter contre hein, ces clichés, justement. Il y a une curiosité aujourd'hui pour cette littérature de femmes. Quand j'ai proposé à un éditeur il y a quelques années de rééditer les notes d'une voyageuse en Turquie, l'idée semblait presque évidente en disant oui, un texte de femme sur la Turquie nous intéresse. Bon, voilà, bon. C'est assez rare. Rééditer La veillée des armes, justement aux éditions des femmes, ça avait, d'abord il y avait le centenaire de la Première Guerre mondiale, il y avait une actualité, une chambre d'écho, une littérature de femmes qui parle de la guerre, c'est moins fréquent, donc voilà, donc on peut donner à lire, et puis ce sont des textes de qualité. Je dirais que la seule question qu'on doit quand même encore se poser, c'est voilà, est-ce que c'est un bon roman, est-ce que c'est un texte intéressant? Il ne s'agit pas seulement de réimprimer des choses pour... Donc, dans l'œuvre de Marcel Tiner, mais comme dans l'œuvre de beaucoup d'écrivains de son époque, vous avez dit, il y a une quarantaine de romans. On pourrait peut-être dire qu'il y en a une dizaine aujourd'hui qui devraient avoir leur place sur les rayonnages de libraires. Voilà. Bon. Mais on ne peut pas les rééditer sans apporter une préface, sans apporter un éclairage. Parce que justement, l'auteur n'est plus connu. Le titre, je ne sais pas, La douceur de vivre ou La maison du péché, c'est pas très glamour. Enfin, et donc, il faut aussi donner voilà, l'envie d'aller découvrir ces auteurs-là. Mais bon, un certain nombre d'éditeurs le font, tentent cela. Et donc, il y a encore du travail à faire. Mais pour Marcel Tiner et beaucoup d'autres, parce qu'elles sont nombreuses, ces femmes hein, qu'on a négligées, oubliées, occultées, et qui méritent effectivement qu'on les retrouve. Qu'on rende un petit peu plus visible, surtout qu'en plus, elle l'a été à son époque, elle a mérité de l'être à son époque. Est-ce que la postérité de Marcel Tiner est plus développée à l'étranger ou dans certains pays? Non, bien sûr que non. Elle a été. Les notes d'une voyageuse sont traduites en Turquie. Voilà, on va le trouver en turc. De son vivant même, elle n'a pas été spécialement traduite. Il y a un ou deux bouquins en anglais. Non, c'est pas une œuvre qui s'est beaucoup exportée en italien un peu.
Même la traduction, de toute façon, n'était pas non plus si fréquente que cela. Non, Hein. bien Beaucoup sûr. d'œuvres qui avaient un relatif succès avec un lectorat français n'étaient pas forcément traduites. Donc, elle a fait beaucoup de conférences à l'étranger, mais elle touchait un public francophone. Parce qu'en même temps, il y a ça aussi. Hein, en Turquie ou aux Pays-Bas ou en Suède, il y avait un lectorat francophone. Donc, il n'y avait pas nécessité à traduire. L'élite la plus lettrée lisait en français. Hein. Et Marcel Tiner fait des conférences pour l'Alliance française ou des organismes de ce type. Elle a un public qui l'écoute en français, en langue française. Elle-même ne parlait qu'un peu l'anglais. Hein. Oui. Est-ce que vous auriez des questions à ce stade parmi voilà, nos auditeurs? Est-ce que vous auriez des choses à demander à notre invité? Alors, vous pouvez activer l'onglet discussion qui se trouve en bas de votre écran pour écrire si vous le souhaitez, ou sinon, vous pouvez reconnecter vos micros et poser vos questions éventuellement. Pas de questions particulières? Je ne crois pas. Aurélie, je n'ai pas oublié de questions, non, qui seraient affichées sur le côté apparemment. Bon, alors moi, j'ai encore une question à vous poser, même un peu plus. J'ai lu que Marcel Tiner s'était intéressé à Marceline Desbordes-Valmore, ou s'était exprimé sur Marceline Desbordes-Valmore, qui est une autre figure du réseau des maisons d'écrivains et à laquelle on aura l'occasion de s'intéresser la semaine prochaine dans une table ronde. Qu'est-ce qu'elle en a dit de Marceline? Oui, elle a écrit quelques articles sur Marceline Desbordes-Valmore, sur George Sand aussi. Ce sont des femmes qui sont un peu ces ombres tutélaires. Je veux dire, ce sont des femmes qui lui semblent avoir ouvert la voie, que ce soit en poésie, que ce soit pour le roman. Donc déjà, de son temps à elle, on pouvait les penser un peu démodées. Et donc déjà, elle voulait les réévaluer. Elle écrit, par exemple, c'est pas Desbordes-Valmore, mais c'est pour George Sand. Elle écrit un texte sur Indiana pour le centenaire du premier roman de George Sand, où elle dit justement, ça peut vous paraître démodé, on ne lit plus Indiana, et en l'occurrence, il faut absolument le lire. Je viens de le lire, et c'est pas du tout un bouquin pour les grands-mères, c'est un livre qui n'a pas perdu sa modernité. Donc déjà, elle essaie, elle, de son vivant, de défendre, entre guillemets, certaines auteurs ou autrices. Elle le fait d'ailleurs pour René Vivien, elle le fait, qui est sa contemporaine, elle le fait pour Juliette Drouet comme autre personnage lié à la littérature et à Hugo. Et elle le fait aussi pour des romancières étrangères, turques ou hongroises, etc. Donc, ou italiennes d'ailleurs, elle est très intéressée par les littératures italiennes. Donc, elle essaie de porter l'attention sur les littératures de femmes. Donc, Desbordes-Valmore en est un exemple parmi d'autres, mais c'est une grande lectrice. Et puis, elle a été justement jurée depuis féminin. l'enfance. Hein. Et donc, elle est très attentive, effectivement, aux écritures de femmes. Oui. Et comment est-elle perçue par les grands écrivains qui, eux, sont passés à la postérité, hein, ses contemporains, les hommes, à cette époque? Le pressbook est un peu ambivalent. Je dirais que une fois, enfin, avant qu'elle soit au féminin, justement, elle n'est que, entre guillemets, la militante, la romancière très, très engagée sur le plan du féminisme, etc. Donc, elle intéresse des écrivains qui sont un peu plus marqués à gauche, mais pas les très grands écrivains. Hein, vous savez, les grands écrivains, beaucoup n'ont pas suivi la commune ou quoi que ce soit. Ils ont eu peur de tout ça. Lorsqu'elle entre au jury féminin, elle devient intéressante pour les hommes parce qu'ils souhaitent avoir le prix. Et donc là, on a énormément d'œuvres qui lui sont envoyées, qui lui sont dédicacées avec beaucoup de congratulations et de soumissions en disant vous êtes une grande romancière. Julien Green, quelques autres comme ça, je pourrais en citer beaucoup d'autres, Mauriac et d'autres, lui envoient comme ça des. Mais là, il faut se méfier parce que, évidemment, il lui tire un peu les pompes parce qu'elle est influente et elle est devenue influente. Et là, c'est intéressant, ceci dit, parce que ces hommes se disent bon, bah, peut-être que là, si les femmes me remettaient un prix, ça m'intéresserait quand même. Et donc, dès lors qu'elle est évidemment célèbre et influente, les hommes la reconnaissent comme faisant partie des leurs, en tout cas. Mais non, elle a eu beaucoup de très bonnes critiques faites par des hommes, mais dans la presse, j'entends, dans la presse littéraire, les écrivains qui ont été parmi ses amis ne sont pas forcément des gens les plus connus. Mais bon, j'ai cité Green, j'ai cité Mauriac, on pourrait en citer quelques autres passages, oui.
Je vois une question qui apparaît ici. Est-ce que, sur le forum, est-ce qu'elle n'aurait pas souhaité que son fils Noël soit écrivain? Elle lui impose beaucoup de lecture. Voilà, quelqu'un qui connaît un peu le sujet. Noël Tiner, je l'ai bien connu. Ce Je peux pas dire, enfin, j'ai pas le sentiment qu'elle aurait souhaité qu'il devienne écrivain. Elle a souhaité qu'il devienne enfin, elle a soutenu le fait qu'il devienne un artiste. C'était un peintre et sculpteur. C'est Et Marie-Pascale Prévost qui pose la question de l'historial de la Grande Guerre de Péronne. Voilà. elle est dénoncée. Il est évident que pour Marcel Tiner, le fait d'abord d'avoir des formations littéraires, des lettres, même ses filles, elle leur fait passer le baccalauréat, etc. Bon, il y a la conviction quand même que les choses passent par l'écrit. Noël Tiner a écrit beaucoup, c'est vrai, il écrivait des lettres d'ailleurs très intéressantes, mais elle a assez vite compris qu'il allait plutôt justement vers les arts plastiques que vers la littérature. Mais elle soutenait chez lui le fait qu'il puisse devenir un artiste comme son mari l'avait été, hein, donc le père Noël Tiner, et comme beaucoup de ses amis d'ailleurs l'ont été. Elle a quand même beaucoup vécu dans ce milieu des arts et lettres, des scientifiques aussi, parce qu'il y avait Pierre et Marie Curie, il y en avait d'autres, enfin, dans les gens de la fin du 19e, dans son époque justement de la Fronde et autres. Elle a circulé au milieu de beaucoup de ces gens-là. Donc pas seulement des rêveurs, mais aussi des gens du concret scientifique. Mais Marcel Tiner était a priori très, très convaincu que son fils devait devenir un artiste. Effectivement. On peut préciser que l'historial de la Grande Guerre de Péronne conserve des lettres de Marcel Tiner. Oui, et puis Noël Tiner a été sur le front, a été un poilu lui aussi, donc il y a évidemment ces lettres qu'il écrit à sa famille. Là aussi, c'est intéressant, on en a parlé un petit peu l'autre jour, mais elle a écrit sur la Grande Guerre, mais elle a été évidemment, comme beaucoup de ces femmes, dont le mari, le fils, l'amant ou autre, étaient évidemment partis sur les amis, sur le front, et donc complètement impliqués évidemment dans l'événement en cours et recevant justement des lettres. Alors, certaines de ces lettres étaient ne pouvaient pas beaucoup s'exprimer du fait de la censure ou de la crainte de la censure, mais on a souvent là des lettres tout à fait intéressantes, celle de Noël Tiner à sa mère notamment, parce qu'on est entre lettrés et des gens qui aiment écrire, qui aiment décrire, qui aiment voilà, dire les choses. Oui. Et l'historial conserve également, on me le précise, un fond photographique et les photos prises à Salonique, justement à cette époque où Marcel, en 1916, est sur le front d'Orient. Voilà, et votre conférence est donc disponible. Hein. Je n'ai pas reprécisé le site du festival, mais je le fais tout de suite. Résonance au pluriel, -du6 festival.fr, où vous pouvez retrouver la conférence d'Alain Calavi-Léger, notre entretien du jour, et puis tous les entretiens qui vont se dérouler au long du festival jusqu'au 20 avril. Si vous n'avez pas d'autres questions, je n'en vois pas. Voilà, Aurélie nous donne le site du festival. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je voudrais simplement vous en poser une dernière. Pensez-vous que nous allons vers un mouvement de reconnaissance de Marcel Tiner ou en tout cas de sortie de l'oubli? Je n'isolerai pas Marcel Tiner d'un mouvement plus large. Je crois que tout simplement, il y a aujourd'hui, j'y ai fait allusion à la fois des travaux universitaires qui font un travail tout de même d'exploration et donc de restitution de certaines de ces littératures qui avaient été oubliées. Il y a un intérêt certain à travers les mouvements féministes d'aujourd'hui pour l'histoire du féminisme ou des femmes. Et donc Marcel Tiner en est un parfait exemple de ce point de vue-là. Et je souhaite évidemment que le monde de l'édition soit encore plus attentif justement à l'histoire littéraire des femmes et donc à la réédition de textes qui sont devenus difficiles d'accès. Je pense que Marcel Tiner n'est pas à isoler justement. Elle est un parfait signe hein, justement de ces questions d'oubli, d'occultation et puis non pas de réhabilitation mais de réappropriation, je dirais, de notre patrimoine littéraire féminin. Il est intéressant, ça nous instruit aussi sur l'histoire du goût, sur l'histoire je dirais même sur l'histoire de la morale. Lorsque Marcel Tiner elle-même propose son premier manuscrit de roman, que ce soit L'Oiseau d'orage notamment même, on lui répond c'est immoral, c'est pas publiable. Donc déjà, elle est en confrontation à quelque chose qui... Voilà. Et donc ça nous interroge aussi sur l'histoire de ce qui est immoral, quels sont les tenants et les aboutissants justement d'une société en termes de valeurs par rapport à certains combats qui aujourd'hui
n'ont pas perdu d'intérêt parce que lorsque voilà, la question du bien, du mal, de la morale, de l'immoralité, du choix de sa vie sexuelle ou autre, etc., ce sont du consentement ou toute autre chose. J'ai fait allusion l'autre jour avec des élèves, voilà, on va jusqu'à MeToo, on est dans une histoire longue, hein, et ces femmes-là sont des maillons de cette histoire longue. Donc, Marcel Tiner est un des noms sur lesquels on peut s'appuyer, mais je ne l'isolerai pas des autres. Il y a encore beaucoup de travail à faire autour. Espérons que ce travail sera fait, voilà, par les uns ou par les autres, mais voilà, pour s'inscrire dans une longue durée et se souvenir de celles qui ont fait avancer toutes ces questions, et elle l'a fait largement en son temps. Merci beaucoup, pas d'autres questions, donc on va se quitter, voilà, on arrive au terme de cette heure. Je vous remercie beaucoup, Alain Kella Villéger, pour votre éclairage sur Marcel Tiner, qui mérite d'être découverte, et peut-être on peut conseiller la lecture de de la Veillée des armes pour connaître voilà, son style et son travail de romancière. C'est moi qui vous remercie. J'ajouterai que j'ai publié un livre qui s'appelle Évadé du harem où on retrouve Marcel Tiner sur la fuite de femmes turques hein, qui quittent Constantinople pour venir vivre en France, et ce qui vient d'être adapté d'ailleurs en bande dessinée. Et voilà, ça se réinscrit aussi dans le même travail de faire redécouvrir une histoire des femmes, et là en l'occurrence de femmes turques qui avaient quitté la Turquie pour trouver la liberté, en tout cas le croyait-elle, en France. Très bien, eh bien, merci beaucoup, des bonnes idées de lecture. Merci à tous pour votre présence. Merci à Aurélie qui a organisé cette rencontre avec le réseau des maisons d'écrivains. Et je vous rappelle donc qu'elle est disponible sur le site internet du festival et sur la chaîne YouTube du festival. On se retrouve très bientôt, demain à 10 h pour une autre rencontre. Merci à tous. Merci bien.